Désormais, le peuple ukrainien résiste héroïquement à la guerre d'agression menée par la Russie sur son propre territoire. Une guerre innommable pour dénier à l'Ukraine le droit de décider de son avenir et pour remettre en cause ses frontières. Je veux tout d'abord avoir une pensée pour les centaines de milliers de morts ukrainiens qui se sont battus avec un courage inouï pour défendre leur pays, leur liberté et leur indépendance, et dont l'engagement a été admirable. Je pense aux dizaines de milliers de blessés militaires, civils, qui ont été littéralement brisés par cette guerre dévastatrice. Je pense à toutes les victimes des crimes de guerre. Je pense à celles du massacre de Boutcha. Je pense aux 20 000 enfants déportés de force en Russie et dont nous exigeons bien évidemment qu'ils soient rendus à leurs familles. Et je pense enfin à tous les Ukrainiens qui ont dû tout abandonner du jour au lendemain pour fuir la violence des combats menés par la Russie, qui n'a jamais hésité à frapper les villes, les hôpitaux et les infrastructures pour terroriser les populations civiles et rendre leur vie impossible. À moins de 2000 kilomètres de Strasbourg, l'Ukraine mène un combat essentiel pour la défense de notre continent, pour la défense de nos valeurs. Et c'est pourquoi c'est l'honneur de la France que de soutenir nos amis ukrainiens depuis 3 ans. Et parce que nous sommes à leur côté, nous devons veiller à ce que la trêve en construction se fasse dans le respect de la volonté des Ukrainiens. Rien ne peut se décider sans eux, et en leur assurant des garanties de sécurité pour éviter toute résurgence de la guerre. De même, rien ne pourra se décider sans l'Europe également, car nous devons nous assurer de la sécurité de notre continent. Comme nous, nos compatriotes observent avec inquiétude que l'environnement géopolitique et sécuritaire de la France se dégrade dans un monde où les alliances et certitudes d'hier sont balayées du jour au lendemain. Il y a tout juste une semaine, le Conseil de sécurité de l'ONU a été le théâtre d'un tournant diplomatique majeur en votant contre une résolution de l'Ukraine et des pays de l'Union européenne appelant à une paix juste. Les États-Unis ont mêlé leur voix à celle de la Russie et de la Corée du Nord, illustrant ainsi le retournement de leur positionnement vis-à-vis de cette guerre et vis-à-vis de la Russie depuis le retour du président Trump à la Maison-Blanche. Ce que nous craignions il y a encore quelques mois se déroule désormais sous nos yeux et l'Europe est désormais confrontée à un risque existentiel. Nous avons assisté avec sidération en direct du bureau ovale à la reprise par Trump de la rhétorique de Poutine et nous avons constaté que le président américain a pris la défense de l'agresseur face au président d'un pays envahi. Dans ces circonstances difficiles, certains seront tentés de faire l'exégèse des raisons qui ont poussé l'Europe à vivre dans l'illusion d'une paix intangible, donnant l'impression de rester spectatrice des grandes évolutions du monde et laissant entendre que son attentisme nous a fait perdre notre capacité autonome à nous défendre. Peut-être, mais là n'est plus la question, mes chers collègues. Nous n'avons plus le temps. Et comme le dit le proverbe chinois, il est désormais plus tard que tu ne crois. Face à la remise en cause de notre architecture de sécurité commune, l'heure est au réveil stratégique. Face à la menace qui pèse sur nos alliances historiques, les Européens sont confrontés à une nécessité d'agir pour bâtir une capacité de défense autonome en guise d'alternative à l'OTAN dans sa forme actuelle. Certes, le réveil est brutal, mais je crois profondément qu'il peut être salutaire afin que la France et l'Europe retrouvent leur autonomie stratégique. Pour cela, plusieurs défis majeurs se dressent face à nous. Le premier, ce sont évidemment les dépenses militaires, alors que notre pays vient d'atteindre les 2% du PIB consacrés au budget de la défense. Dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, cette première réussite témoigne de l'attention que notre pays a portée face aux évolutions géostratégiques que nous redoutions depuis quelques années. Néanmoins, les événements récents nous démontrent désormais qu'il nous faudra encore aller plus loin, bien plus loin, pour garantir notre sécurité et notre indépendance. La Pologne le fait en mobilisant plus de 4% de son budget à la défense et en ayant pour objectif de construire la première armée de terre d'Europe. Le Danemark, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont annoncé vouloir massivement augmenter leurs dépenses militaires. Aujourd'hui,
Le président de la République évoque un effort national qui pourrait aller jusqu'à 3,5% du PIB si jamais les États-Unis venaient à se désengager de notre protection collective. Nous souscrivons à cette trajectoire que les temps difficiles exigent désormais, mais nous vous demandons, Monsieur le Ministre, dans quel calendrier et selon quelles modalités va s'inscrire cet effort important, d'autant plus que nous sommes dans un contexte où nos finances publiques sont particulièrement dégradées. Notre défense nationale est une assurance existentielle face aux dangers du monde qui nous guettent. Le deuxième défi sera de protéger nos souverainetés nationales en bâtissant une Europe puissance qui nous protège. Nous le voyons bien, que ce soit sur le plan militaire, stratégique ou commercial, nous ne pouvons plus déléguer la défense de nos intérêts et encore moins être dépendants des autres. Dans un monde exacerbé par la concurrence stratégique entre la Chine et les États-Unis, ne nous voilons pas la face. Seul un chemin européen nous permettra de faire entendre notre voix, de protéger nos intérêts et d'assurer notre sécurité collective. Partout en Europe, nous voyons nos partenaires évoluer très rapidement sur ces questions. Oui, nous soutenons l'appel de nombreux pays afin que l'Union européenne réoriente rapidement plus de fonds vers notre défense collective. Oui, nous soutenons l'exclusion des dépenses de défense du calcul des déficits publics parce que les circonstances l'exigent. Le troisième défi est celui de la réduction de nos dépendances stratégiques. Oui, nous appelons à la réorientation massive des achats de défense des États membres vers nos industries européennes et par définition françaises, car les projets du futur, pour nos chars, pour nos avions, pour nos drones, doivent désormais s'écrire au présent. C'est important pour deux raisons. D'abord, pour renforcer notre base industrielle et technologique de défense européenne, alors que près des 2/3 des achats de défense européens sont faits auprès d'industriels américains. Et les dernières élections en Allemagne et les récentes déclarations du futur chancelier Friedrich Merz offrent une opportunité majeure de relancer la coopération franco-allemande indispensable sur ce sujet. En outre, il faudra s'affranchir des contraintes qui pèsent sur l'engagement des armes américaines dont nos alliés disposent pour ne plus dépendre de l'autorisation des États-Unis. Avec l'Union européenne, nous devons poursuivre la réduction de nos dépendances, quelle qu'elle soit, dans tous les domaines au niveau supranational, soutenir Galileo comme alternative au GPS pour le positionnement satellitaire, ou encore soutenir le projet IRIS-2 pour créer une constellation de satellites de communication pour ne plus avoir à dépendre d'opérateurs étrangers pour nos échanges sécurisés. Mes chers collègues, ne nous y trompons pas. Ces grandes ambitions pour assurer la sécurité de la France ne peuvent être menées à bien que dans un cadre européen, condition sine qua non de leur succès. Face aux menaces, l'isolement est une impasse. Monsieur le Premier ministre, l'heure est à un profond changement de paradigme pour relancer l'effort de défense en France et en Europe. L'heure est à un sursaut stratégique européen qu'il faut réussir. Nous sommes conscients des efforts que cela exigera et la droite républicaine est prête à soutenir les engagements visant à renforcer le budget de la défense, car il en va de notre sécurité, de notre indépendance et de notre avenir. Et nous dénonçons les ambiguïtés savamment déguisées de ceux qui, y compris dans cet hémicycle, avancent masqués, ceux qui caricaturent nos propos et nos positions, ceux qui se disent non alignés alors qu'ils applaudissent les discours populistes du vice-président américain et jadis ceux du président russe, ceux qui se prétendent pacifistes alors qu'ils sont depuis toujours fascinés par les régimes autoritaires. Nous sommes clairs dans chacun de nos engagements. Nous sommes du côté d'une paix négociée en Ukraine et nous refusons toute capitulation. Nous sommes du côté du courage, de la cohésion et de l'esprit de résistance. Nous sommes du côté de la France et de la défense de la souveraineté. Et nous sommes du côté de l'Europe qui, si elle veut préserver l'acquis de la paix qu'elle nous a offert depuis désormais 80 ans, doit renouer avec une ambition de grande puissance. La France peut et doit en être la force motrice. Elle en a le courage, elle en a la force, elle en a le génie, comme elle l'a si souvent montré dans l'histoire de notre vieux continent. Merci beaucoup, mon cher collègue.